En Chine, si t'as moins de 14 ans, ton fil d'actualité ressemble à peu près à ça. Des expériences scientifiques que tu peux reproduire à la maison, des vidéos éducatives et même des visites de musées virtuels. Le pire dans tout ça, c'est que t'es limité à 40 minutes par jour et pas une de plus. Aux États-Unis, ce feed, lui, il ressemble plutôt à ça. Des personnes obèses qui se filment en train de se goinfrer, des hyper femelles qui twerkent ou encore des pranks un peu marrants mais vite fait. En fait, d'après l'ancien ingénieur de Google Tristan Harris, en Chine, c'est la version spinach, la version épinard, et aux États-Unis, c'est la version opium. Résultat, quand on demande à plus de 3000 enfants, compris entre 8 et 12 ans, quels sont leurs métiers de rêve aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, on se retrouve avec ça. 56% des enfants chinois qui veulent devenir astronautes, contre seulement 11% par exemple aux États-Unis. A l'inverse, on a plus de 33% des enfants aux États-Unis qui veulent devenir youtubeurs, vlogueurs, alors qu'en Chine, ils sont moins de 10%. C'est évident, mais l'impact n'est évidemment pas le même. Maintenant, attention, c'est important de faire la différence entre le contenant et le contenu. Le contenu, c'est les vidéos, c'est ce que tu vas regarder, et là, le constat est clair. En fonction du contenu que tu vas consommer sur les plateformes, tes inspirations, tes comportements et même l'impact ne sera pas le même. Perso, quand je regarde un docu sur Arte, il est fort probable que le lendemain, j'aille cueillir des champignons. Alors que quand sur YouTube, je regarde un mec qui mange un tacos XXL, il se trouve que le soir même, j'ai aussi envie de m'enfiler un gros tacos. Le contenant maintenant, c'est le format, c'est l'application. Et là, peu importe les pays, peu importe la plateforme, les résultats, les impacts sont catastrophiques. Léo Duff l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos, le contenu court qui oscille entre 20 et 30 secondes, a priori c'est la moyenne qui en ressort, a des impacts extrêmement négatifs sur les jeunes, mais aussi sur les moins jeunes. C'est par exemple ce qu'a conclu une étude menée en 2021 par Peng Cha sur 3036 étudiants chinois. Un trouble lié à l'utilisation de TikTok est positivement lié à la perte de mémoire ainsi qu'à la dépression, à l'anxiété et au stress. Je vous épargne toute la liste, mais dans l'idée, augmentation de la sédentarité, perte de capacité de concentration ou encore surstimulation du système de récompense. C'est un fait, les vidéos courtes ont en grande majorité un impact négatif sur nous. Sincèrement, dans un monde idéal, si je le pouvais, je supprimerais toutes les vidéos courtes. Le problème, c'est que même si je pouvais faire ça, en réalité, ça changerait rien. Alors, juste avant que la vidéo continue, je voudrais vous parler d'Opera One, un navigateur d'Opera qui est le sponsor de cette vidéo. Opera One, c'est le navigateur le plus abouti et épuré du marché à ce jour. Déjà, quand tu l'installes, c'est bluffant. Tu peux choisir d'activer le bloqueur de publicité qui est intégré au site et un fond d'écran ultra stylé, comme celui-ci par exemple. Ensuite, tu peux organiser tes onglets grâce à une fonctionnalité qu'on appelle Tab Island qui permet d'éviter d'en avoir 35 ouverts. Par exemple, tu peux faire des packs avec juste tes recherches Le Bon Coin, ta page shopping, ta page YouTube, etc. Maintenant, c'est pas fini parce que tu peux aussi utiliser la barre latérale pour avoir accès à tes discussions sur WhatsApp par exemple, ou encore mieux, avoir accès à l'IA Aria qui a été développée par Opera et qui est aussi en lien avec ChatGPT. En gros, t'as l'intelligence artificielle vraiment juste à côté de toi pendant que tu travailles. Cerise sur le gâteau, Opera One, c'est un navigateur extrêmement sûr et équipé d'un VPN totalement gratuit. Franchement, c'est un choc et pour être honnête, je connaissais pas avant qu'il me contacte, mais ça y est, j'ai fait le switch. Merci encore une fois à Opera One d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quand on parle d'addiction, on pense souvent alcool, drogue, tabac. Et pendant longtemps, c'était les plus répandus et les seuls, entre guillemets, disponibles. En 1990, à l'aube d'Internet, des neuroscientifiques ont fait une découverte étonnante. La réponse dans le cerveau quand des gens consomment des drogues ou de l'alcool est la même que lorsqu'ils regardent du porno, scrollent sur des vidéos courtes ou encore jouent à des jeux d'argent. On parle alors de non-substance addiction. Et oui, c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui, on peut être accro à quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas tangible dans le monde réel. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que de base, pour changer une mauvaise habitude, on recommandait deux choses. 1. Rendre le plus difficile possible le passage à l'action en ajoutant un maximum de résistance pour éviter certains comportements. 2. Rendre le passage à l'action le plus facile possible et réduire au maximum la résistance
pour augmenter nos chances de passage à l'action dans certains comportements. Typiquement, si je veux boire moins d'alcool, je vais augmenter la résistance au maximum. Je vais déménager, je vais aller vivre dans la forêt à 5 km, je vais vider tous mes placards pour faire en sorte de ne plus en avoir chez moi, je vais échanger mon verre parce que de base j'utilisais celui-là pour boire et je vais en prendre un autre. La route du travail, de base je passais devant le bar, hop, j'en prends une plus longue, c'est pas grave pour ne pas passer devant. Bref, maintenant si je compte faire plus de sport, je vais baisser au maximum la résistance. Donc dans mon salon, je vais commencer à mettre des haltères, hop, une barre de traction dans les escaliers, je vais prendre un abonnement à la salle de sport et tant qu'on y est, je vais déménager dans une tour haute où il n'y a pas d'ascenseur, comme ça j'aurai pas le choix et je monterai les escaliers tous les jours. Le problème avec les non-substance addiction, c'est que en fait, c'est beaucoup plus difficile d'ajouter de la résistance. Ton téléphone, il se trouve dans ta poche. Ton ordinateur, il est dans ton salon. Et ça, c'est valable pour le porno, pour les jeux d'argent ou encore pour les vidéos courtes. C'est illimité, accessible en 2 clics, anonyme et quasiment gratuit. En bref, c'est l'enfer. Si on reprend l'idée du contenu et du contenant à une échelle plus macro, en réalité, on n'est pas accro à notre téléphone. On n'est pas accro, cette fois, au contenant, mais au contenu, à ce qui se trouve dans ce téléphone. Les vidéos, les applications, Internet, le porno, bref. C'est bizarre, le contenu peut être un problème, puis finalement ne plus l'être. Pareil pour le contenant. Quel est en réalité le fautif? Est-ce que le problème, c'est pas la personne qui utilise ce contenu et ce contenant? Est-ce qu'au final, le problème, ça serait pas toi? Parmi tous les courants philosophiques qu'il existe, étant un petit fan de dev perso, je dois avouer que j'adore le stoïcisme. Épictète, Cicéron, Marc Aurèle, Sénèque, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et parmi toutes les paroles qu'ils ont prononcées, il y a une citation de Marc Aurèle qui a gravé mon esprit à tout jamais. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse pour faire la part entre les deux. Le problème ici, c'est que la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas, dans pas mal de situations, elle est très fine. Mon cerveau, par exemple, ok, je peux faire quelques trucs, neuroplasticité, épigénétique, mais d'un autre côté, je peux pas tout changer. Mon intelligence, c'est la même chose. Je peux faire des trucs, je peux faire du Rubik's Cube, augmenter un peu mon QI, mais je peux pas trop. Mon physique, à la limite, ok, je peux faire de la muscu, je peux aller courir, mais ouais, si j'ai des petites insertions, bah, je peux rien y faire en fait. Compliqué. Ça, clairement, c'est un débat sans fin qui existe depuis longtemps et qui n'a aucune réponse entre l'inné versus l'acquis, la méritocratie versus la reproduction sociale, ou encore, de manière plus philosophique, le déterminisme contre le libre arbitre. Ce week-end, j'ai pris le train en direction de Paris pour aller chez Skyrock et j'ai vécu une scène qui m'a un peu choqué. J'étais tranquillement assis à côté d'une fenêtre en train de lire un magnifique bouquin passionnant de Étienne Klein et là, je vois qu'à côté de moi, il y a une famille dont une maman qui est en surpoids et sa fille. C'était l'heure du midi, donc on devait prévoir à manger et bah là, je vois que en fait la maman, elle donne à sa fille de l'Oasis, des Kinder Bueno, des sandwichs qui avait l'air vraiment pas ouf, et encore pire, qu'elle lui donne son téléphone pour regarder des vidéos quand elle est en train de manger. Et à mon avis, elle devait avoir entre 5 et 6 ans. À ce moment-là, j'étais déjà en train de réfléchir à cette vidéo, et j'ai eu une réalisation, une prise de conscience, parce que je me suis rendu compte que c'était un problème qui était beaucoup plus profond que ça en avait l'air. En réalité, cette fille, s'il n'y avait pas TikTok sur le téléphone de sa maman, à mon avis, elle aurait regardé un dessin animé sur sa tablette. Et si Uber Eats ça existait pas, elle aurait quand même trouvé un moyen d'aller au fast-food. Et si le McDo du coin était pas disponible, il était fermé, c'est pas grave, elle serait allée au Burger King. Nous vivons dans un système capitaliste. Ce qui veut dire que nous allons exploiter toutes les failles qu'il existe chez l'être humain, peu importe le prix, peu importe les conséquences. L'attention, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est ce qui rapporte le plus d'argent quasiment aujourd'hui et donc c'est pourquoi on va tout faire pour que tu passes du temps sur nos applications. D'ailleurs, j'entends souvent dire qu'on a un problème d'attention, mais la réalité c'est pas vrai, en tout cas en partie, c'est partiellement vrai, parce que ça, c'est juste la conséquence de la recherche de notre attention. Je me souviens, il y a 10 ans, quand je voulais regarder la télé, c'était hyper simple. Il y avait 18 chaînes, dont 15 qui m'intéressaient pas spécialement, ce qui faisait que au final, soit je regardais Avatar sur la 1, soit je regardais Malcolm sur la 9.
facile. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. J'ai 8 superbes vidéos qui m'attendent dans mon fil YouTube, j'ai TikTok dans ma poche, YouTube Short, Instagram, et j'ai aussi ma série sur l'ordinateur qui m'attend sur Netflix. Ce qui fait que si je choisis de regarder une vidéo YouTube et qu'au bout de 5 minutes, je commence à m'ennuyer, je commence à m'apercevoir qu'elle est moyenne, eh bien, je vais changer. D'une certaine manière, c'est normal. Les autres options sont meilleures. Donc pourquoi s'en priver? Comme on dit, there is no such thing as too long, only too boring. Internet et le format court nous a rendus très exigeants, a complètement bouleversé nos standards et notre tolérance à l'ennui. Avant, c'était ok de mettre 5-10 minutes pour rentrer dans un film. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les vidéos courtes, c'était juste une question de temps. Et bientôt, ça se trouve, ça sera autre chose. Une puce dans ton cerveau, de la livraison par télépathie, de la poudre d'insectes dans tes plats, j'en sais rien. C'est pourquoi les seules issues possibles, c'est soit 1. Changer le système et partir sur un modèle, par exemple comme la Chine, avec tout ce que ça implique, évidemment, ou encore tenter de voter des lois pour interdire les fast-foods, interdire les vidéos courtes, devenir parlementaire, faire des révolutions, faire des guerres, j'en sais rien. Ou deuxième chose, accepter le système tel qu'il est et prendre 100% de ses responsabilités. Si on reprend la citation de Marc Aurèle que j'ai énoncée précédemment, c'est vrai que changer le système, a priori, c'est quand même assez loin de mon locus de contrôle. C'est pourquoi je choisis à l'instant T l'option 2 direct. C'est très simple et très cruel d'une certaine manière, je le sais, mais je pars du principe que si tu passes trop de temps sur TikTok, c'est de ta faute. Le problème, c'est pas TikTok, c'est pas les formats courts, c'est toi. Quand t'es petit, d'une certaine manière, c'est simple, parce que c'est tes parents qui choisissent pour toi. Mais plus tu grandis, et plus tu choisis. Et c'est évident, mais la manière dont tes parents ont choisi pour toi, dans le passé, va influencer fortement la manière dont toi, tu vas faire tes propres choix dans le présent. Aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus hostile, avec de plus en plus de tentations, on n'est pas tous armés de la même manière pour y résister. Perso, j'ai eu une bonne éducation, je suis en bonne santé, j'ai un cerveau qui fonctionne à peu près normalement. Bref, je m'en sors plutôt bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Alex Hormozy, dans son dernier bouquin 100 millions de leads, il partage une métaphore avec un dé que j'adore. Imagine un dé qui comporte 200 faces, une verte et 199 rouges. La règle est simple, à chaque fois que tu vas lancer ce dé, une nouvelle case verte va apparaître. Au début, t'avais 199 faces rouges, puis 198, 197, 196, etc. Au bout d'un moment, à force de lancer ce dé, tu vas finir inévitablement par tomber sur une case verte. Autrement dit, tu vas finir par avoir une réussite, par avoir un peu de succès, peu importe la manière dont ça se manifeste. Le problème, c'est qu'on part pas tous avec les mêmes dés. Certains camarades de ta classe vont partir avec seulement 20 phases, et donc très vite, ils vont tomber sur une case verte, et toi, avec tes 200, tu vas te dire, mais what, comment c'est possible? Pourquoi lui, aussi rapidement, il a de la réussite? Il a un petit peu de succès, alors que moi, ça fait 10, 20, 30 fois que je suis en train de lancer. Je ne comprends pas. Ce qui fait que, comparé à ce camarade, à effort et niveau de travail égal, on n'obtiendra jamais les mêmes résultats. C'est évident, mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous, on peut pas finir au bout d'un moment par gagner. C'est mathématique, mais si au bout d'un moment, t'arrêtes de jouer, si t'arrêtes de lancer le dé, c'est fini, tu ne pourras plus gagner. Autrement dit, t'es mignon avec tes excuses, mais c'est terminé, tu n'es plus dans le jeu. Alors que si tu continues, si tu cherches des moyens, encore et encore, si tu continues de lancer ce fameux dé, au bout d'un moment, tu réussiras, tu finiras par tomber sur une case verte. J'ai une bonne nouvelle pour toi, les vidéos courtes vont disparaître. Alors non, désolé, c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que le scroll infini, les vidéos courtes ont créé un problème, l'argent. L'idée est très bien expliquée dans une vidéo de Enrico Tartarotti, mais en fait, si tu veux, les plateformes, les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Simplement en maximisant le temps que tu passes sur la plateforme. Plus tu passes de temps sur YouTube, sur ce genre de trucs, plus ils vont pouvoir d'une part collecter des données sur toi, apprendre à te connaître, et ensuite te proposer des publicités. Le problème avec ça, et surtout avec les vidéos courtes, c'est que en fait, quand tu es sur cette plateforme,
t'es un consommateur qui va très très vite. Tu scrolles et tu regardes plein de vidéos. Ce qui fait que quand tu vas regarder une pub, en général, tu vas la regarder juste pendant 1 à 2 secondes. Et les gens qui utilisent ce genre de méthode, qui font de la pub sur cette plateforme le savent, le taux d'engagement est extrêmement faible. Il est même pourri. On peut quand même avoir des résultats parce que le coût par 1000 vues est beaucoup plus faible. Ça coûte moins cher de montrer sa publicité à beaucoup de gens. Mais par contre, le nombre de gens qui vont être intéressés par ta publicité, lui, il est extrêmement faible. Pendant que sur YouTube, les gens regardent en moyenne 15 à 20 secondes une pub, ce qui est quand même pas mal, eh bien sur TikTok, sur les formats short, les gens regardent seulement 1 à 2 secondes, ce qui est rien. Et en fait, ces plateformes ont créé un monstre, ont créé un utilisateur qui n'est plus capable de se concentrer et de visionner des publicités. Et ça pose un problème. C'est pour ça que, en fait, sur TikTok, les vidéos de plus d'1 minute ont été mises en avant et ont été rémunérées parce que ils se sont rendus compte que, en fait, ce qu'il fallait, c'est que les gens retrouvent une capacité d'attention, qu'ils soient de nouveau capables de regarder des publicités, de regarder des vidéos longues pour que eux, au final, grâce à ça, ils gagnent plus d'argent. À mon avis, c'est pas impossible qu'on fasse machine arrière ou qu'on trouve de nouveaux stratagèmes, mais on commence déjà à le voir avec une polarisation des contenus sur soit du très court, soit du très long. Après, d'un côté, j'ai quand même envie de dire qu'on s'en fout parce que ça dépend pas de nous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors oui, un peu plus triste que d'habitude, je le sais. Je suis plus du style normalement à proposer des solutions, à proposer des techniques concrètes, à proposer des moyens. C'est pourquoi j'ai décidé de vous partager une newsletter que j'ai écrite exprès pour cette vidéo sur 5 techniques, 5 solutions pour faire en sorte de réduire au maximum la tentation et de mieux la combattre.